Numéro de check-up. Ce n'est toujours pas facile de s'y retrouver lorsqu'on a de l'asthme. Il s'agit de la première maladie chronique de l'enfant. Une crise allergique est retrouvée chez 70 à 80% des adultes asthmatiques et chez 95% des enfants atteints. Le coût de cette maladie pour la société est important car elle est responsable de 600 000 journées d'hospitalisation et de 7 millions de journées d'arrêt de travail par an. L'asthme tue. En conséquence, la maladie doit être prise au sérieux, autant par le patient que par l'équipe. Comment peut-on vivre quotidiennement avec sa maladie? Peut-on guérir de cette maladie? On en parle tout de suite en check-up avec le docteur Grace Boli, médecin directeur adjoint à la clinique La Candeur. Les mots pour décrire sont légion. Difficulté de respirer, essoufflé et souvent étouffé. Difficile sur quelques lignes de relater la peine que ressent un enfant asthmatique. Souvent d'origine héréditaire et parfois allergique, l'asthme attaque le système respiratoire d'un être humain. À l'image de Georgia, frappée par la maladie depuis son enfance. Déjà, j'ai refait une crise d'asthme aujourd'hui, ce matin en classe. La première heure, donc je dirais 8 heures. J'étais déjà grippée avec des crachats dedans. Je me disais que si je n'arrivais pas à tenir la première heure, j'aurais dit que je pouvais rentrer à la maison. Mais j'ai pas réussi à tenir la première heure, disons 20 minutes après qu'on ait sonné. En fait, j'arrivais plus à respirer du tout, ce qui fait que j'ai toussé et tout. Puis on m'a fait sortir dehors. J'ai pris un peu d'air, mais ça n'allait toujours pas, jusqu'à ce qu'on ait appelé mes parents et qu'ils sont venus me chercher et qui m'a emmenée ici. Une crise à l'école est à craindre pour la jeune fille et sa famille. Mais il faut aussi beaucoup de prudence face aux nombreux facteurs qui peuvent être à la base d'une crise d'asthme. C'est une maladie héréditaire, donc on hérite de ça. Et la maladie s'exprime, ou la crise s'exprime lorsqu'il y a un facteur favorisant extérieur. Et donc, à tout âge, le facteur favorisant peut vous guetter. Les facteurs favorisants sont multiples, mais on peut citer les facteurs environnementaux. Certains aliments peuvent être à la base de certaines crises d'asthme, notamment, à titre d'exemple, les chenilles, les arachides sont des éléments qui favorisent une crise d'asthme. Donc tout le monde est exposé à toute personne qui a un terrain d'asthme d'un parent ou d'un autre, qui lorsqu'il entre en contact permanent avec ces agents potentiels de favoriser crise d'asthme peut l'exprimer à tout âge. La vie de Georgia, tout comme d'un asthmatique, est tout un mode d'existence. Elle s'y résume dans le respect strict d'une hygiène de vie et l'observation d'un éventail des règles. La mère de Georgia maîtrise par cœur ses règles et veille que sa fille inculque bien ses procédés. Pendant les crises, comme on a dit, les médecins nous préparent toujours. Quand on va passer la serpillière à la maison, si c'est elle qui va le faire, elle ne va pas passer les balais, elle passe directement la serpillière pour étouffer la poussière. Il faut mettre les couvre-lits, parce que quand elle vient dormir, il faut enlever les couvre-lits parce que ça absorbe la poussière. Elle est allergique à la poussière. Quand vous préparez, par exemple, avec l'huile de palme, il faut qu'elle soit dehors. Vous chauffez l'huile, après, elle peut entrer à la maison, mais pas les tapis. Vivre avec l'asthme, une seconde vie pour Georgia, qui pour surmonter la maladie a fait appel à la force de sa personnalité. Je me suis habituée à vivre et je prends plusieurs précautions, plus qu'avant. J'ai 2 tubes de médicaments dans mon sac, Ventoline et Flixotide. Je ne me place pas à l'intérieur où il y a plein de gens, je me mets plutôt à côté d'une fenêtre ou d'une porte ouverte. J'évite de faire trop d'exercices qui vont me provoquer un essoufflement. Et je bois beaucoup d'eau. Bien qu'une expérience difficile, ses parents espèrent qu'avec l'âge, la maladie de Georgia finira par disparaître. C'est difficile, hein? Comme aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Vous pouvez être au bureau, on vous appelle, elle a fait la crise, alors il faut l'amener à l'hôpital, Vous rentrez, vous le prenez, vous amenez à l'hôpital. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous libérer, il faut faire les analyses par-ci, par-là. Bon. On dit toujours qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, ça va disparaître. Maladie héréditaire, l'asthme peut être contrôlé si le diagnostic et la prise en charge se fait correctement avec des appareils qu'il faut. Je dirais non, mais on peut la stabiliser. Parce que c'est une maladie héréditaire, nous sommes prédisposés, donc c'est dans les gènes. Mais lorsque nous respectons toutes les mesures qui éviteraient
à favoriser une crise d'asthme, oui, on peut se stabiliser. L'asthme est à redouter, mais elle n'est pas dans tout le cas fatal. Un bon diagnostic à temps et un traitement adéquat peuvent être salutaires pour les patients atteints de cette maladie. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Grace Boli, pneumopédiatre et médecin directeur adjoint à la clinique La Condeur. Bienvenue dans Check-up, docteur. Merci. Docteur, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour parler de cette maladie qui touche actuellement 95% des enfants. Il s'agit de l'asthme. En quelques lignes, en quelques mots, comment vous définissez cette maladie? En quelques mots et pour dire simple, l'asthme est une maladie héréditaire. On hérite d'un des parents de cette pathologie. Elle se caractérise par une inflammation des voies respiratoires. Inflammation de voies respiratoires, on hérite, c'est une maladie héréditaire qu'on a de l'un des parents. Madame, dites-nous un peu comment ça se passe dans la vie quotidienne d'une personne asthmatique. Comment est-ce que la maladie se manifeste du jour au jour? L'asthme peut être représenté sous forme imagée d'un iceberg, le sommet étant pointu mais fin. Donc la clinique des patients qui se présentent n'est pas une clinique très expressive. Et la base de l'iceberg qui est immergée, c'est le quotidien du patient asthmatique. Le début est insidieux, souvent cliniquement calme et banal, mais qui progresse à la longue. Qui progresse à la longue, vous avez parlé de l'iceberg, cela veut dire que lorsque vous partez à l'hôpital, est-ce qu'il est difficile pour un médecin de pouvoir poser le diagnostic? Il n'est pas difficile pour un médecin qui connaît la maladie, mais on peut passer à côté de l'asthme parce que la clinique étant pauvre. Donc, mais qui consulter? Lorsque vous dites qu'un médecin qui connaît la maladie, donc il y a aussi d'autres qui ne connaissent pas. Auprès de qui faudrait se fier lorsque vous avez un problème d'asthme, vous avez un enfant asthmatique? Auprès des médecins, des pneumopédiatres pour les enfants, auprès des pneumopédiatres pour les enfants, auprès des pneumologues pour les adultes. Ces personnes-là sont cliniquement mieux aiguisées pour pouvoir détecter ou pour pouvoir aller vers le diagnostic sans qu'il n'ait cliniquement des signes qui vous orientent vers la maladie. Parlons justement du diagnostic, docteur Grace. Comment ça se passe? Vous arrivez avec un enfant qui fait une crise d'asthme. Comment ça se passe, la prise en charge? Un enfant qui vous arrive à l'hôpital, qui se plaint de tout, à répétition, qui se plaint d'affection orale, ça veut dire une rhinite, le nez qui coule ou une angine à répétition. Donc là, on n'a pas encore détecté que l'enfant est asthmatique. On n'a pas encore détecté qu'il est asthmatique, il vous arrive avec ces éléments-là. En étant pneumologue, on peut déjà s'orienter vers quelque chose. Et donc, on doit faire une anamnèse fouillée, donc une histoire de la maladie qui est approfondie. Donc, il faudrait demander si cet enfant a un antécédent auprès de ses parents d'asthme, ou s'il ne connaît pas la maladie asthmatique, si dans son entourage ou auprès de ses parents, il y a une notion de dyspnée chez l'un des parents, de souffle court chez l'un des parents, ça peut être un élément qui vous met déjà la puce à l'oreille, qui donc pourrait, lorsque vous devez examiner, même s'il n'y a pas d'éléments cliniques clairs pour vous orienter vers la maladie, pouvoir aller vers d'autres bilans paracliniques qui pourraient vous dire à coup sûr que c'est effectivement une maladie asthmatique. Vous avez parlé de la toux, vous avez parlé du nez qui coule. Est-ce que ce sont les seuls indices qui peuvent nous démontrer que cette personne souffre de l'asthme? Ce ne sont pas les seuls, ils font partie d'un syndrome, donc d'éléments cliniques qui peuvent vous orienter. Entre autres la toux, entre autres la rhinite. On peut avoir un enfant qui se plaint d'avoir le souffle court. Il a toujours le souffle court. Lorsqu'il monte les marches, il a le souffle court. Il est essoufflé. Il est essoufflé. Un enfant qui, lorsqu'il doit chercher son taxi pour aller à l'école, en courant vers le taxi, il est toujours essoufflé. Un enfant qui, lorsqu'il parle au téléphone, de temps en temps, vous sentez qu'il a le souffle court. Il y a des personnes qui vivent comme ça et qui sont habituées avec cet état-là, mais qui peut-être se méconnaissent comme étant des personnes asthmatiques. Docteur, je veux revenir à une question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est par rapport à l'état de crise. Vous venez en état de crise. Comment se fait la prise en charge?
Lorsque le patient asthmatique arrive, d'abord, il faudrait reconnaître que c'est bel et bien une crise d'asthme. La crise d'asthme se présente sous plusieurs formes. Elle peut se présenter sous forme de difficulté de respirer qu'on appelle dyspnée, mais beaucoup plus en expiration, donc au moment où on sort l'air des poumons. Elle peut se présenter sous forme d'une élocution entrecoupée. La personne ne sait plus s'exprimer aisément. Correctement. Donc elle peut se présenter sous forme de souffle court. Et donc lorsque le médecin très rapidement essaie de contextualiser cette clinique-là, avec certains éléments avec certains éléments qu'il apporte en termes d'antécédents qui puissent vous orienter vers l'asthme. Et donc, à coup sûr, il se dit que c'est une crise d'asthme et directement, on donne un traitement fait de bronchodilatateur, donc un produit qui dilate les bronches. Comme on l'a dit, c'est une maladie inflammatoire, mais cette inflammation a pour conséquence une hypersécrétion au niveau de ces bronches, du mucus, et ce mucus-là va aller obstruer les voies par lesquelles l'air passe. Et donc, on aura comme symptôme une bronchoconstriction, donc un rétrécissement du calibre des bronches. Donc, l'air n'arrivant pas suffisamment, la personne a difficulté à bien respirer. Donc, en urgence, on donnera un bronchodilatateur, donc un produit qui dilate les bronches, mais à action rapide. Par exemple, la ventoline à action rapide. Et cela dépend, le type de bronchodilatateur dépend du type de crise. Lorsque la crise elle est légère, on peut le donner juste en spray. Et lorsque la crise elle est modérée, on peut faire une nébulisation. Donc c'est un système d'appareillage où on met le même produit et la personne doit respirer aisément et lentement ce produit pour qu'il arrive de manière aisée au niveau des bronches afin de les dilater. Donc là, ça dépend de la crise, de l'état même dont la personne se présente devant le médecin. Mais docteur, vous aviez suivi un cas que nous également nous avons suivi. Il s'agit du cas de la jeune fille qu'on appelle Georgia. Cette fille a fait une crise à l'école et on l'a vite emmenée à la clinique pour pouvoir bénéficier de soins appropriés. Mais est-ce qu'on peut savoir dans ce genre de cas quelles peuvent être les causes? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette crise? Comme dit tout à l'heure, l'asthme est une maladie allergique. Le primo movens, c'est l'allergie. La personne réagit sous plusieurs formes. Ça peut être sous forme d'un prurite, donc il se gratte au niveau des yeux, au niveau des narines. Enfin, j'essaie d'employer les termes simples. Donc, il réagit à un allergène, donc à un agent extérieur à lui que son corps n'admet pas comme soi. Donc, les allergènes, il y en a sous plusieurs types. Si on peut regrouper en deux groupes, on a les pneumallergènes, donc les allergènes qui sévissent dans l'environnement, donc qu'on inhale. Et on a les allergènes alimentaires, donc ceux que l'on prend dans les repas. Et donc, dans les pneumallergènes, il y en a beaucoup. On a les pollens, dans les pays européens où il y a les saisons qui changent, les fleurs qui perdent leurs pétales et elles libèrent des pollens. Les personnes qui sont allergiques au pollen. Il y a les acariens que l'on trouve dans les housses de lit, dans les tapis, dans les doudous à la maison. Et donc, il y a des allergènes alimentaires. Et les plus connus, on peut citer les arachides, les crustacés comme les crevettes. On peut citer les chenilles. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont des allergènes qui, donc, chez une personne qui est asthmatique, qui a donc un soubassement héréditaire à faire de l'asthme, lorsqu'il entre en contact avec tous ces allergènes, il peut exprimer la maladie. Et l'expression dépend de son exposition par rapport à ces allergènes. Exactement. Vous avez dit que c'est une maladie héréditaire. À quel âge exactement on peut détecter la maladie? Est-ce que déjà pour un nouveau-né ou bien à l'âge adulte, on se dit 5 ans, 6 ans, 7 ans? À quel âge on arrive à détecter ce problème? L'asthme peut être détecté à tout moment. Il y a même des études qui ont décrit l'asthme du nouveau-né, un enfant qui naît, qui présente une détresse respiratoire, qui n'a pas de problème cardiaque, qui le fait plus de 3 fois. Il faudrait faire un test d'exploration fonctionnelle respiratoire parce que c'est par le test d'exploration fonctionnelle respiratoire avec la spirométrie par excellence que l'on peut diagnostiquer l'asthme et mieux suivre le malade asthmatique. Parce que cliniquement, comme on vient de le dire, il peut être banal, on n'a aucun élément clinique,
Mais c'est seulement grâce aux tests d'exploration fonctionnelle respiratoire, la spirométrie par excellence, qu'on peut dire que cette personne est asthmatique ou pas. Donc, à tout moment, on peut détecter l'asthme, mais les caractéristiques sont différentes. Chez l'enfant, comme je l'ai dit, le nouveau-né ou le nourrisson, une expression de dyspnée à répétition plus de 3 fois, ou une bronchite plus de 3 fois peut déjà vous dire que cet enfant serait asthmatique. Et lorsqu'on contextualise et lorsqu'on a des éléments qui nous disent qu'il y a un soubassement asthmatique dans la famille ou une notion d'allergie dans la famille, c'est encore des éléments qui renforcent vers un diagnostic d'asthme. Un diagnostic d'asthme, un diagnostic mieux posé permet de pouvoir correctement prendre en charge un asthmatique. Docteur, est-ce qu'en République démocratique du Congo, précisément dans la province de Kinshasa, est-ce que vous pensez que nos hôpitaux, nos cliniques sont spécialement ou correctement outillés pour pouvoir correctement diagnostiquer ce problème? Je parle des matériels. Il faut dire que maintenant, de plus en plus, on essaie de se ravitailler, mais on n'est pas encore arrivé totalement au point. Et il faut également dire que, comme je venais de le dire, l'outillage diagnostique est le spiromètre. Et cet appareil permet de détecter la fonction respiratoire, la capacité respiratoire d'une personne qui est asthmatique. Est-ce que sa capacité est suffisante ou elle est en perte, si je peux parler simplement. Et donc cet appareil exige qu'il y ait une coopération du malade, que le malade comprenne comment est-ce qu'on respire pour qu'on l'exécute. Or, il n'est pas facile de le faire chez les tout petits ou chez une personne qui est alitée. Parce que, comme on venait de le dire, l'expression de la maladie est insidieuse et elle peut s'exprimer en âge adulte et sévèrement et entraîner même la mort auprès du patient. Donc la personne peut arriver dans un état de choc et donc on a besoin de savoir si, par exemple, c'est un patient qui est asthmatique méconnu, on aimerait savoir, mais comment coopérer avec ce patient qui est en état de choc ou un tout petit. Mais heureusement, les spiromètres pour enfants existent. Et aujourd'hui, la clinique La Candeur a cet appareil-là qui est adapté aux tout petits et qui est adapté aux personnes qui ne savent pas coopérer pour mieux faire le diagnostic. Donc, c'est avantageux pour vous puisque vous avez déjà l'appareil qu'il faut. Oui. Mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport à vos propos, docteur. Est-ce qu'on peut être asthmatique sans le savoir? Bien sûr. Je vous dis que la pathologie peut s'exprimer par une toux à répétition, une rhinite, le nez qui coule de manière permanente, des angines à répétition, donc bref, une affection orale à répétition, sans que vous ne pensiez que ce soit l'asthme. À un âge avancé, vous avez déjà une trentaine et puis vous commencez à développer ces signes. Effectivement, parce que l'asthme, je vous dis que la maladie évolue progressivement. Si vous n'êtes pas exposé de manière permanente aux allergènes que nous venons de citer, par exemple, ou si l'expression de la maladie chez vous est différente d'une autre personne, vous ne l'exprimerez pas directement, c'est plus tard que vous pouvez l'exprimer. Et donc, les signes de toux peuvent se confondre avec d'autres entités nosologiques. Donc, il est important de savoir que c'est l'asthme et d'avoir le matériel pour pouvoir diagnostiquer que c'est l'asthme. Peut-on vivre correctement avec cette maladie normalement, voulais-je dire, et jusqu'à un jour guérir de ce problème? Vivre normalement, oui, on peut. Lorsqu'on est au courant de la maladie, comme nous le faisons maintenant, s'il y avait 10 personnes qui n'étaient pas au courant des signes, que tel signe peut être une expression de l'asthme aujourd'hui, grâce à vous, on peut être au courant de cela. Donc, en étant informé et en connaissant toutes les habitudes ou tout ce qui nous expose pour exprimer la maladie, on peut très bien vivre avec la maladie. Dire qu'on peut guérir dans le sens d'exprimer les crises, oui. Mais guérir dans le sens où on déclare qu'on n'est plus jamais asthmatique, non. Parce que j'ai dit que c'est une maladie héréditaire, on hérite de ça. C'est en nous, c'est dans les gènes, mais ça n'attend que le moment où on est en contact avec un allergène pour exprimer la maladie. Donc, et quand est-ce que ça devient, on doit avoir peur, une crainte que la maladie peut nous emmener à la mort? On peut mourir de cette maladie? Lorsque on a une clinique grave, un patient qui vous arrive, qui a court d'haleine, il ne sait plus parler. Un patient qui vous arrive, il suffoque, il n'a pas assez d'air. Et lorsque le médecin s'est investigué, par exemple en checkant
le degré d'oxygène dans son organisme par un saturomètre. Il sait voir que le patient, en termes médicaux, désature, donc il a un taux d'oxygène qui est bas. Tous ces éléments sont des signes qui nécessitent une urgence. Ce sont des signes qui peuvent dire que le patient est exposé au pire, donc pour ne pas dire à la mort. Donc face aux signes d'alerte, aux signes d'urgence, une détresse respiratoire importante, il a court d'haleine, il ne sait pas s'exprimer, on place le saturomètre, donc l'appareil qui sait doser l'oxygène dans l'organisme, on voit que le taux d'oxygène est très bas, ce sont tous ces signes qui vous mettent en alerte justement. Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas de décès liés à cette maladie? Il y en a, mais en termes statistiques, je ne sais pas vous les chiffrer, pour être honnête, mais il y en a. Peut-être qu'il y a des cas qui décèdent sans qu'on ne sache que c'est là, c'est justement parce que tout le monde n'est pas au courant qu'il est asthmatique s'il exprime en âge avancé. Justement, c'est comme vous le dites, cette émission, c'est aussi une occasion de pouvoir sensibiliser sur cette maladie, un problème de santé publique. Docteur, puisqu'on a encore quelques minutes avant de pouvoir chuter, j'aimerais savoir, est-ce que le stress peut être un facteur de risque, peut être un facteur favorisant aujourd'hui dans la vie actuelle, la vie quotidienne, en plein 21e siècle, on court à gauche, on court à droite, il y a le stress qui vit avec nous en permanence. Est-ce qu'on doit dire que c'est pas bien pour un asthmatique? On le dit fermement, ce n'est pas bien pour un asthmatique. Le stress favorise des crises. Le stress crée une hyper-réaction des bronches à sécréter le mucus, comme on venait de le dire, et donc à favoriser une obstruction des bronches. Donc le stress n'est pas bon pour un asthmatique. Le stress n'est pas bon pour un asthmatique. Il est aussi conseillé aux enfants asthmatiques de pouvoir faire régulièrement le sport. Peut-on savoir pourquoi? Parce que le sport, d'abord, est un anti-stress. Le sport aide les patients asthmatiques à pouvoir mieux respirer. Le sport déjà étant un anti-stress par excellence. Les enfants asthmatiques sportifs hypersécrètent moins, si on peut parler comme ça. Ils hyper-réagissent moins et donc ils sont moins en crise. Donc on doit dire que c'est très important pour un asthmatique de pouvoir faire une activité régulièrement et une activité sportive serait la meilleure chose. Exactement. Et actuellement, le sport est recommandé pour les enfants asthmatiques. Docteur, j'aimerais vous poser une question. En dehors des enfants asthmatiques, vous avez l'habitude de les rencontrer à la clinique, mais par rapport aux parents, est-ce que vous aidez également les parents à bien éduquer leurs enfants, à pouvoir éviter des crises, à les encadrer pour que ces enfants puissent s'adapter à leur mode de vie, à leur maladie et pour pouvoir mener une vie, comme je le disais, correcte? Oui, effectivement, nous essayons de le faire parce que l'asthme doit être pris en charge par le patient lui-même et il doit être aidé dans le milieu dans lequel il se trouve et mieux le vivre parce que vous savez qu'en étant asthmatique, à la cité, quand on voit que vous êtes asthmatique, on dit « Abela Kapema », en fait vous êtes un peu stigmatisé. Le fait d'être accompagné vous aide à mieux accepter la maladie. Donc, on essaie de parler aux parents, de ne pas stigmatiser ses enfants, de ne pas les trouver anormaux et d'essayer de les accompagner en termes d'exposition, comme on venait de le dire tout à l'heure. Tout allergène qui serait susceptible de favoriser une crise, les parents doivent le savoir. Même les habitudes alimentaires. Préparer avec des huiles fortes comme l'huile de palme, lorsqu'on le fait, on en a besoin parce que l'huile de palme est importante pour l'organisme, elle est riche en vitamine A, on en a besoin, mais lorsqu'on le cuit, on sait que la cuisson apporte beaucoup de fumée, on a demandé à ses enfants d'être à l'extérieur. Les odeurs trop fortes à la maison, les parents doivent éviter les odeurs trop fortes, des parfums trop forts lorsqu'ils doivent se parfumer, essayer d'aérer la salle et ces enfants ne doivent pas être dans cette salle. Tout ce qui est moquette. Généralement, ce qu'on conseille aux parents, s'il y a des moquettes ou il y a des divans en tissu, essayez de les écarter, trouver des divans en cuir. Et toutes ces choses, c'est lorsque vous avez un enfant asthmatique. Un enfant asthmatique, essayez vraiment toutes ces habitudes, épousseter à tout moment. On sait on passe pas la serpillière tous les jours, donc pour cela, essayez d'enlever tout ce qui est tapis à la maison, tout ce qui est doudou. On aime bien orner par des nounours à domicile. Écarter les doudous parce qu'ils peuvent retenir de la poussière ou certains acariens qui aiment bien l'humidité. En fait, toutes ces pratiques quotidiennes pour
minimiser les risques de crise d'asthme chez les enfants asthmatiques. Donc on dira qu'en plus de la prise en charge médicale, vous faites également de la pédagogie auprès des parents qui ont des enfants asthmatiques. On pourrait dire ça, madame. Docteur Grace-Boli, on va finir cette émission, mais j'aimerais quand même que vous puissiez en quelques lignes décrire la vie d'un asthmatique, un enfant asthmatique. C'est quoi sa vie quotidienne? Est-ce facile pour les parents, pour l'enfant lui-même? Décrire la vie d'un enfant asthmatique. Je pourrais dire décrire la vie d'un enfant asthmatique en crise. Parce qu'un enfant asthmatique peut être méconnu asthmatique, peut ne pas avoir une clinique qui plaide en faveur de l'asthme, il peut vivre normalement. Mais pour celui qui vit en crise de manière permanente, c'est une tragédie. Vous l'avez vu avec le calvaire de Georgiana, ce n'est pas facile. Lorsqu'il est en crise, s'il ne connaît pas les allergènes qui favorisent la crise, il est exposé à tout moment. Supposons que le matin, il se lève, il décide d'aller à l'école, il y a une interrogation à l'école, il se met devant, exposé à la poussière. L'enfant est en crise, un enfant qui est intelligent, un enfant qui est une élite dans sa classe. Il rate son examen, il doit le rattraper. Le fait de le rattraper, ça le stresse, parce que c'est un enfant qui se sait intelligent, il sait qu'il pouvait faire cet examen et se stresse. Le fait refaire une crise, et donc tout ça incommode la vie d'un enfant asthmatique. Et c'est pour ça que l'on conseille qu'un enfant qui est asthmatique, donc d'abord qu'on reconnaisse les signes, comme on vient de le dire, qu'on l'oriente vers un médecin qui peut bien le prendre en charge, qui peut diagnostiquer, et après qui peut le mettre sous traitement de fond, un traitement de fond qui le protégerait pour d'éventuelles crises, pour qu'il vive normalement. Merci beaucoup, Dr Grace-Boli. On se retrouve avec vous juste après cette rubrique 1001 questions santé. Et pour cette émission, la question est celle de savoir comment éviter la poussière dans sa maison. L'aération est l'étape la plus importante dans la dépollution d'intérieur. En effet, l'air de l'extérieur est moins pollué que celui de nos habitations. En les faisant entrer pour chasser l'air intérieur, nos environnements seront automatiquement plus propres. La bonne durée. Il faut aérer au minimum 15 minutes par jour, et de préférence 2 fois cette durée. Une fois le matin, une fois le soir. Et s'il pleut, vous pouvez tout de même aérer sans risquer d'abîmer votre moquette ou votre plancher. La première solution est de retarder l'ouverture des fenêtres à un moment où l'averse sera passée. Vous pouvez aussi ouvrir les oscillos battants ou observer de quel côté le vent fait pénétrer la pluie dans la maison. Et ouvrir uniquement les fenêtres qui sont de l'autre côté. Dans tous les cas, ne vous éloignez pas pendant le quart d'une heure d'ouverture. Aération supplémentaire. Évitez d'utiliser les dessous du lit comme un espace de rangement. La chambre est une pièce pour dormir et non une salle des jeux. Bannir des produits ménagers qui dégagent des fortes odeurs. Évitez d'utiliser des aérosols à purifier l'air. Toujours épousseter avec un linge humide pour éviter de vaporiser la poussière dans la chambre et la maison. Passez l'aspirateur sur les surfaces de meubles. Si vous utilisez un climatiseur d'air, les filtres doivent être changés ou nettoyés régulièrement. Veillez à ne pas dépasser la température de moins de 20 degrés Celsius. Fumée. Aucune fumée de tabac, de bois de chauffage et autres ne devrait être tolérée. Aucune fumée de tabac, des bois de chauffage et autres ne devrait être tolérée avec les enfants et même idéalement avec les autres adultes. Si on ne peut pas se défaire de cette mauvaise habitude, il est essentiel de ne pas exposer les autres à la fumée de cigarettes. Au besoin, sortir pour fumer en plein air. Il n'est pas acceptable de fumer sous les ventilateurs de la cuisine ou dans la salle de bain et même... Docteur Grace-Boli, c'est déjà la fin de ce check-up. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes pneumopédiatre et médecin directeur adjoint à la clinique La Candeur. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, madame. Ce magazine est fini. On se retrouve très prochainement sur B1.